Mais dis-moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Quand on parle de Kadhafi à un Européen, généralement, les gens l'aiment pas, hein, il a pas trop la cote. Mais quand on parle de Kadhafi à un Africain, là, ses yeux se mettent à briller, hein. Le colonel Kadhafi haïssait l'Occident. Il l'accusait d'être source de tous les maux, d'être à l'origine de l'exploitation de l'homme par l'homme. العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين هذا عالم همجي بربري متخلف منحط هو الذي سبب Mais à l'inverse, il aimait l'Afrique, et en retour, les Africains appréciaient Kadhafi, et pour des raisons bien compréhensibles. Avec l'argent du pétrole, le guide de la Révolution a financé des centaines de projets prometteurs. Il voulait créer un réseau aérien africain, des chaînes de télévision comme en Guinée, des satellites pour les télécommunications africaines, des banques centrales et des fonds monétaires dédiés à une Afrique indépendante. Il finance des mosquées, des hôtels, des projets agricoles, des prospections pour la recherche de l'eau. Il fonde et il place des dépôts dans des banques africaines. Il fonde aussi un marché commun en 1994, le COMESA. Il veut faire de Tripoli un hub pour le commerce africain. C'est encore Kadhafi qui impulse la création de l'Union africaine en 1999. Kadhafi est aimé des Africains. Et quand la chute de Kadhafi va arriver en 2011, on va observer dans le monde africain un émoi sincère et profond des Africains à la mémoire du guide de la révolution libyenne. Et ça prouve une chose. L'argent du pétrole libyen, Kadhafi l'a employé à relever économiquement et socialement le continent africain. Les Africains aiment Kadhafi comme on aime un bienfaiteur. Ouais, ok, je vois, il y a une sorte de générosité libyenne qui a l'air d'avoir un sens politique assez fort, je respecte. Mais il me semble quand même que Kadhafi avait fait la guerre en Afrique, non? Ça c'est vrai, t'as raison d'en parler. Kadhafi est intervenu militairement à 2 reprises, en Ouganda et au Tchad. En 1979, il soutient le dictateur musulman de l'Ouganda, qui s'appelle Amin Dada, qui est un homme très contesté dans son pays et qui comptait sur Kadhafi pour le protéger de la Tanzanie. Kadhafi envoie une armée en Ouganda et se prend une déculottée. Pardonne-moi si je ne parle pas davantage de l'Ouganda, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, enfin je l'espère, mais aujourd'hui je vais surtout insister sur l'intervention au Tchad. Parce que, elle nous concerne un peu, nous Français. Tout commence en 1973, lorsque Kadhafi se met en tête d'occuper la bande d'Aouzou, territoire qu'il estime être à lui. La bande d'Aouzou? C'est quoi, c'est de la racaille? Bah si, tu sais bien, c'est là où il y a du sable. La bande d'Aouzou, comme cette immense étendue de sable n'intéresse à peu près personne au monde, eh bien tout le monde s'en fiche royalement que Kadhafi plante son drapeau. Au Tchad, le sud animiste et chrétien est plus puissant politiquement que le désert au nord. Kadhafi soutient les musulmans au nord. Les tribus ont fondé le Frolinat, un parti de libération qui a 2 chefs principaux, Goukouni Wedei et Hissène Habré. Kadhafi entre en contact avec eux en décembre 1980, il aide Goukouni à envahir le Tchad et notamment à pénétrer dans la capitale, N'Djamena. Il semble que Kadhafi ait en tête de provoquer une fusion de la Libye et du Tchad. Encore un projet de fusion, hein. Quand il a une idée, il l'a pas au pied. Mais rapidement, le Frolinet est coupé en deux. Goukouni Wedei soutient Kadhafi, tandis que Hissène Habré s'oppose à l'intervention libyenne. En 1981, de violents affrontements se poursuivent et Hissène Habré repousse les Libyens hors de la capitale. Mais du coup, quel rapport avec nous? Avec nous? Nous deux? Il n'y en a pas? Non, mais nous, les Français. Oh, mais ça c'est bien naturel. Quand ça se passe mal au Tchad, le réflexe c'est de passer un coup de fil à l'ancienne puissance coloniale pour qu'elle nous donne un coup de main. Allez hop, poignée de main, photo, tu dînes à la maison, on va te servir des croissants beaucoup trop cuits et on va venir chez toi pour bouter Kadhafi hors de France. Non, hors du Tchad. Lapsus. Bon, en tout cas, la France met les mains dans le cambouis. Opération Manta en 83 qui repousse Kadhafi au-delà du 16e parallèle et opération Épervier en 86 pour le punir d'avoir franchi cette limite. L'année suivante, Hissène Habré termine le travail avec un armement rudimentaire et Kadhafi doit renoncer à son aventure au Tchad. Et puis, les petits élèves libyens, en cours de géo, pleureront en apprenant que cette bande de sable, sans aucun intérêt même pour un chameau, appartient, désolé les enfants, au Tchad. Il n'est pas très gaillard, notre ami Mouammar, là. Alors on va dresser un bilan. D'un point de vue de l'islamisation de l'Afrique, la guerre est un succès, puisque les musulmans du Nord, en la personne d'Hissène Habré, ont effectivement pu vaincre les chrétiens et animistes du Sud. Mais du point de vue stratégique, force est de constater que les Français et Hissène Habré ont mis une raclée au corps d'intervention libyen.
Cette guerre du Tchad a laissé néanmoins un souvenir important. On se souvient d'elle principalement à cause de la Légion islamique de Kadhafi. Parce que les Africains de multiples nationalités ont combattu dans cette légion, sous les ordres de Kadhafi. Les contingents africains de la Légion islamique ont perdu. Kadhafi, tout ce qu'il a fait finalement, c'est déstabiliser un peu la géopolitique saharienne. Il est humilié, mais ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Entre 1992 et 1999, les conditions de vie se détériorent en Libye. Kadhafi va devoir supporter un embargo des Nations Unies. Attends, j'ai comme une impression de déjà-vu. Ça nous rappelle Saddam Hussein, ça. N'allons pas trop vite. Pour bien comprendre, reprenons l'historique des relations libyo-américaines. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Kadhafi regarde les États-Unis comme un monstre. Un monstre capitaliste, sioniste et néocolonial. Bref, tout ce qu'il déteste. Par conséquent, il se croit investi de la mission de mener une guerre contre l'impérialisme. Une guerre à dimension planétaire. C'est pourquoi il finance tous les mouvements qui lui apparaissent mener une résistance contre cet Occident honni. Alors on dit que Kadhafi finance le terrorisme international. Je ne vais pas rentrer dans le débat pour savoir si on doit appeler ça des groupes résistants ou terroristes, ça dépend déjà de quel groupe on parle, de la violence qu'il mobilise pour la cause, de son respect ou non de la vie des civils. Bref, il faudrait faire du cas par cas. Toujours est-il qu'on accuse Kadhafi de nourrir le terrorisme international. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des liens étroits avec beaucoup de monde. Genre avec Abu Nidal, avec les révolutionnaires iraniens, avec la fraction Armée Rouge en Allemagne, avec les indépendantistes nord-irlandais, avec l'ETA basque, avec le FP25 portugais, avec les autonomistes corses, avec l'Assala en Arménie, et pourquoi pas le Ku Klux Klan, et pourquoi pas les Moros aux Philippines. Bref, Kadhafi est accusé de terroriser la planète, et cette propension va beaucoup écorner son image. Mais tu l'as compris, de son point de vue, il ne fait que répondre aux multiples agressions des États-Unis à travers le monde. Vietnam, Israël, Chili, etc. Pour lui, c'est parfaitement légitime. Et les États-Unis se laissent faire? Non, évidemment. Les États-Unis cherchent à le punir. Ils interdisent progressivement les ventes d'équipements et les achats de pétrole à la Libye. Ils ne s'interdisent pas non plus, de temps à autre, d'abattre des chasseurs libyens dans le golfe de Sirte. Deux incidents vont aggraver leur relation. Premier incident en 1984 à Londres. Quelques dizaines de Libyens expatriés font une manifestation devant l'ambassade de Kadhafi pour montrer leur détestation envers le guide. Et là, sous les yeux ahuris des Londoniens, les Libyens qui sont dans l'ambassade ouvrent les fenêtres et font feu sur les manifestants. Par la fenêtre de l'ambassade, en plein cœur de Londres. Ouais, je comprends qu'il ait du mal à gérer son image, mais là... Non, mais là, c'est un problème de communication et de management. Là, il aurait besoin des conseils d'un professionnel. Je pense que Kadhafi n'a que faire de l'opinion des Occidentaux à son égard. Il se soucie avant tout de sa propre image de résistant face à l'impérialisme. En tout cas, ce jour-là, une policière britannique qui était désarmée et qui ne faisait que gérer la manifestation est tuée à cause d'une balle perdue. Deuxième incident, il semblerait que Kadhafi ait fait exploser une bombe dans une discothèque de Berlin-Ouest, qui était fréquentée par des militaires américains. En 1986, cette bombe a tué 3 personnes et en a blessé 200. On est en 1986 et les États-Unis décident de lancer des représailles immédiates. Le 15 avril 1986, les États-Unis bombardent Benghazi et Tripoli, notamment la résidence de Kadhafi à Tripoli. Bilan, 101 morts, selon certaines sources. Kadhafi a été blessé. Désormais, une haine totale et définitive sépare les deux États. Détail intéressant, Kadhafi prétend que sa fille adoptive de 1 an, Anna Kadhafi, a été tuée dans ces bombardements. Il diffuse sa photo, il met son lit en cage de verre, il lui fait une sorte de petit mausolée. Mais bon, beaucoup de gens se demandent si cette petite fille adoptive a vraiment existé, ou si elle est vraiment morte ce jour-là. Peut-être qu'il a tout inventé. Personnellement, j'en sais strictement rien. C'est vrai que cette histoire est un peu louche. En tout cas, après ces bombardements, Kadhafi est plus que jamais décidé à frapper l'Occident. Et frapper pour faire mal. C'est là qu'il aurait, semble-t-il, commandité 2 attentats. En tout cas, c'est une opinion
largement répandu. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 explose en vol et s'écrase à Lockerbie en Écosse, causant ainsi la mort de 270 personnes, américaines pour la plupart. Le 19 septembre 1989, le vol UTA 772 est lui aussi piégé à la bombe et s'écrase dans le Sahara. 170 morts, français et congolais pour la plupart. À une époque où, je le rappelle, Kadhafi vient juste de terminer une guerre contre la France au Tchad. Mais t'es sûr que c'est Kadhafi qui les a commandités? Les soupçons se sont rapidement posés sur Kadhafi, car celui qui a été condamné pour l'attentat de Lockerbie est le chef de sécurité d'une compagnie aérienne libyenne. En outre, parmi les inculpés pour l'UTA 772 figurent exclusivement des Libyens, y compris le vice-président des renseignements libyens, Abdallah Senussi, qui se trouve aussi être le beau-frère du colonel Kadhafi. Et donc Kadhafi, qui est considéré en Occident comme un grand pourvoyeur du terrorisme international, déjà, se retrouve avec pas beaucoup d'arguments pour éloigner les soupçons. Ajoutons à ça le fait qu'il met beaucoup de mauvaise volonté pour livrer les suspects de Lockerbie. Les familles des victimes des deux attentats vont former par la suite une sorte de groupe de pression qui n'aura de cesse de réclamer une réparation pour leur famille, et donc pousse les gouvernements occidentaux à avoir une attitude intraitable envers Kadhafi. Et Kadhafi, il nie, je suppose. Oui, et c'est surtout qu'il refuse d'extrader les deux suspects impliqués dans l'attentat de Lockerbie. Mauvaise volonté qui passe pour un semi-aveu de culpabilité. Et c'est à cause de ce refus que les Nations Unies décident d'employer la manière forte et décrètent un embargo sur la Libye, celui qui commence en 1992 et dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc l'embargo fait suite à ces attentats, d'accord. Moi je trouve ça plutôt vicelard. Surtout qu'on a déjà vu avec Saddam Hussein que les embargos ça fait souffrir toute la population, sauf les classes dirigeantes. Franchement, c'est le summum de l'hypocrisie. Peut-être qu'il faut éviter d'aller trop vite, hein. À chaque fois qu'on dit embargo, on pense tout de suite à l'Irak, c'est normal. Cela dit, il faut jamais faire ça. L'embargo libyen n'a rien à voir avec l'embargo irakien. Ce dernier était commercial et pétrolier, mais en Libye, cet embargo ne met pas fin aux exportations d'hydrocarbures. Ah bon? Mais pourtant tu as dit que le niveau de vie des Libyens se détériorait. Oui, elle se détériore, mais ce n'est pas à cause de l'embargo. C'est parce que les cours du pétrole sont bas et que la monnaie libyenne perd de sa valeur. Par conséquent, le pétrole rapporte beaucoup moins qu'avant. En outre, Kadhafi a mis en place des subventions pour rendre les produits de consommation bon marché. Ça c'est plutôt bien, si Kadhafi baisse les prix, c'est plutôt une bonne chose. Oui, bien sûr, mais du coup, les habitants des pays arabes voisins, Égypte et Tunisie, en profitent pour s'approvisionner dans les marchés libyens, ce qui a tendance à tarir les stocks. Et on a pu observer des pénuries de pain dans de nombreuses villes suite à ce phénomène. C'est comme si les Libyens se faisaient piller par leurs voisins. Ensuite, Kadhafi, même s'il a conscience de ce qui se passe et qu'il proteste oralement contre ce pillage, en fait, il semble indifférent à l'enrichissement des comités révolutionnaires, qui forment, je le rappelle, son principal soutien. En effet, ils s'enrichissent pendant l'embargo. Par exemple, ils achètent un produit subventionné en dinars libyens, ils le revendent bien plus cher en dinars tunisiens, puis changent ces dinars tunisiens en dinars libyens auprès du marché noir des devises, qui se développe alors en Libye. Mais tu dis que tout ça, ça n'a rien à voir avec l'embargo. Ce qu'on appelle embargo libyen, en fait, c'est un embargo sur les transports aériens. Les Libyens ne peuvent plus quitter le pays par avion. Mais juste par avion, ils peuvent toujours prendre un bateau ou une voiture. Mais dans l'ensemble, pour le Libyen moyen, il y a un épouvantable sentiment d'isolement. L'embargo aggrave le mécontentement de la population. Par exemple, s'il y a un problème de santé grave et que la médecine de Tripoli n'est pas suffisamment qualifiée, on ne peut plus se rendre vers les hôpitaux de Tunis ou du Caire, par exemple, en avion. D'où des mécontentements parfois très sérieux. Et tout ça, ça se retourne contre les régimes. Beaucoup de gens pensent que la mégalomanie, les frasques et les attentats supposément financés ou commandités par Kadhafi ont fini par renvoyer une image négative du pays. Et cela rejaillit sur les citoyens. D'autres Libyens reprochent au régime de Kadhafi de laisser le pays se vider de ses stocks, de laisser s'organiser le marché noir et la pénurie, d'être beaucoup trop conciliant avec les Arabes des pays voisins. Finalement, en 1999, épuisé, Kadhafi se dit qu'il va faire un geste pour essayer de rectifier un peu son image. Il livre les suspects de l'attentat de Lockerbie, enfin, à un tribunal international.
L'embargo est alors levé. Et du coup, que va dire le tribunal? Que Kadhafi est dans le coup? Non, mais Kadhafi, il n'est pas inculpé. C'est surtout un chef de sécurité libyen, Megrahi, qui est jugé et qui sera reconnu coupable par le tribunal de l'attentat de Lockerbie. Et en 2002, Kadhafi consent à verser des dédommagements à hauteur de 2,7 milliards de dollars pour les victimes. Ah, mais tu vois, si lui il dédommage les victimes, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a une part de... C'est un compromis. Il admet sa responsabilité car l'attentat a été commis par des fonctionnaires libyens qu'il n'aurait pas dû recruter. Mais il nie évidemment sa responsabilité personnelle dans l'attentat. Aux yeux de l'Occident, il passe évidemment pour un menteur. Il est le pourvoyeur du terrorisme international depuis des décennies. Il a joué au pouce au crime pendant tant d'années. Pourquoi le croirait-on? Et puis, il y a 440 morts innocents dans l'histoire. Les gens réagissent un peu à chaud et il paraît être un coupable crédible. En tout cas, à partir de l'extradition des suspects, les relations entre la Libye et le monde s'apaisent. Kadhafi, pour prouver sa bonne volonté, accepte même de mettre fin à sa recherche de l'arme nucléaire. Sûrement parce que l'exemple de la guerre d'Irak l'a inspiré. Il semblerait que le guide de la révolution ait changé. Bon, je vais te poser une question simple. Je voudrais une réponse pas trop compliquée. Il y a des gens qui disent que Kadhafi massacrait son peuple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, si tu l'entends dans le sens où Saddam Hussein avait massacré les Kurdes, par exemple, non, il n'a jamais fait quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupule à exécuter ses opposants par dizaines. Il n'est pas rare de voir des pendaisons publiques, y compris à la télévision, comme les 85 pendaisons survenues dans la caserne Azizia en 1984, en raison d'un complot mené contre le régime. La même année, des étudiants de l'université El Fatah de Tripoli, la plus grande université du pays, sont pendus par le comité populaire. À toutes ces exécutions, il faut ajouter le propre cousin de Kadhafi, Hassan Ishkal, parfois considéré comme le numéro 2 du régime, et qui tente de déposer le colonel en 85. Il n'y parvient pas et est exécuté. Et tout ça, il faut en parler. Ces personnes meurent parfois simplement parce qu'elles ont cherché à remettre en cause la rhétorique démocratique du régime, très propice à la corruption et à la tyrannie, ou bien parce qu'elles n'adhèrent pas aux principes marxistes, fort contestables du livre vert. Mais je dois avouer que les motifs réels de ces rébellions sont assez mal connus. D'autres catégories peuvent être contrariées par le régime de Kadhafi, et notamment les Berbères, groupe ethnique qui a le défaut de n'être pas arabe. Certes, Kadhafi ne s'en est jamais pris physiquement contre eux, mais il faut bien remarquer qu'il interdit catégoriquement l'emploi de la langue berbère dans les lieux publics, dans l'éducation et dans la presse, et qu'il leur défend de pratiquer l'ibadisme, un courant de l'islam qui leur est parfois associé. Mais à part cette hostilité culturelle très marquée, leurs droits sont les mêmes que les autres Libyens. Ce qui n'est pas le cas des gens du désert, les Touaregs et les Toubous. Surtout les Toubous d'ailleurs. Alors les Toubous, c'est le même groupe ethnique auquel appartiennent les Tchadiens Goukouni Wadey et Hissène Habré, dont j'avais parlé. Eh bien en Libye, ces Toubous n'ont pas toujours accès aux soins, à l'éducation et aux papiers d'identité. Ajoutons aussi que la Libye, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, et comme beaucoup de pays pétroliers, est un pays de forte migration. Que ce soit des migrants arabes dans les années 70 et noirs à partir des années 80. Pourquoi tant de migrants? La Libye est un pays rentier, or ces pays ont souvent des besoins colossaux en main-d'œuvre, des besoins supérieurs aux capacités de travail de la population. Il s'agit de soutenir une croissance et une hausse du niveau de vie qui, à bien des égards, a été dopée par le pétrole. Donc il faut une main-d'œuvre étrangère, qui est d'ailleurs composée d'hommes jeunes pour l'essentiel. La condition de ces migrants est généralement beaucoup moins reluisante que les Libyens eux-mêmes. Notons quand même que jusqu'en 2007, ils pouvaient entrer dans le pays sans visa. Les migrants arabes, égyptiens ou tunisiens par exemple, ont une position intéressante mais précaire. À la moindre querelle diplomatique avec l'Égypte ou la Tunisie, il peut y avoir des expulsions massives et immédiates, qui sèment franchement la panique, comme par exemple au moment de la visite de Sadat à Jérusalem. 225 000 Égyptiens avaient été expulsés d'un coup en 1977. Quant aux migrants subsahariens, ils sont nombreux, très nombreux, souvent clandestins. Ils peuvent venir du Nigeria ou du Ghana. Ils sont passés par Agadez ou par Abéché avant de trouver un passeur
souvent touaregs, qui leur a permis de traverser le désert. Le travail qu'ils obtiennent sur place est généralement informel, ce qui les rend vulnérables aux tracasseries policières. Les policiers peuvent bien sûr les enfermer dans des camps de détention, dont les conditions d'hygiène sont très mauvaises. Mais il est fréquent qu'ils en sortent au bout de quelques mois en payant le geôlier ou en travaillant pour lui. En fait, la situation des migrants est paradoxale. S'ils viennent, c'est qu'ils sont attirés par ce pays. Après tout, Kadhafi les laisse entrer sans visa, il leur donne officiellement 3 mois pour trouver un travail, ce qui facilite grandement leur installation. Les subventions rendent le coût de la vie très bas, l'économie et la richesse du pays laissent des perspectives de croissance. S'ils gagnent le nord, ou s'ils veulent aller en Europe, ces migrants passent par des routes que l'on doit également à Kadhafi après tout, des routes qui datent du temps où il désenclavait le Sahara. Mais dans le même temps, les officiers de police libyens abusent clairement de leur position. Leurs multiples contrôles, régularisations ou interrogatoires sont autant de prétextes pour avoir un backchiche facile. Être migrant en Libye, cela veut dire sans cesse payer pour être en règle, tout en ne l'étant jamais complètement. Et si vraiment l'expérience a été mauvaise pour eux, eh bien il leur reste toujours la solution du retour au pays, ou, plus séduisante encore, la traversée de la Méditerranée. Donc toi tu penses que les Libyens, en règle générale, vivaient bien sous Kadhafi? Là, j'ai voulu prendre un certain nombre de précautions pour que tu saches de quoi je parle, mais oui, clairement, les Libyens vivaient bien. Il y a une rente pétrolière, il y a un gouvernement socialiste disposé à distribuer cette rente. Sous Kadhafi, tous les jeunes ont accès à une éducation solide. Sous Kadhafi, la condition des femmes s'améliore et accepte tout à fait l'activité professionnelle de la femme du moment que cela ne se fait pas au détriment de sa maternité. Parce qu'il reste quand même assez traditionnel sur ce point. Et d'ailleurs, il veut utiliser les femmes comme symbole de la modernité du régime, puisqu'il s'entoure, pendant ses voyages diplomatiques, d'une garde rapprochée, composée de femmes, les Amazones, comme on dit. Et au-delà de cette anecdote, il y a une égalité reconnue entre hommes et femmes dans la société. En outre, Kadhafi a ouvert des écoles, il a ouvert des universités, il a rendu les soins gratuits à travers tout le territoire. Avant lui, il n'y avait pratiquement aucun docteur en médecine libyen et la mortalité infantile atteignait les 40%. Il a subventionné tous les produits de nécessité, l'eau, le pain, le pétrole. Il a aussi entrepris d'exploiter les réserves d'eau fossile à travers le projet de la grande rivière artificielle. Projet colossal dont le but est de conduire les eaux fossiles qui dorment sous le désert jusque dans les lavabos des grandes villes. Donc prétendre que le peuple libyen était malheureux sous Kadhafi, franchement, c'est le comble de l'absurdité. Mais bon, il est vrai que le régime a été très violent dans les années 1990, lorsqu'il a été confronté au problème de l'islamisme. Ah oui, il y a des islamistes. Mais pourtant, t'avais dit qu'il était lui-même un petit peu islamiste sur les bords. Oui, oui, mais je te l'ai dit, son islam, il est marxiste, hétérodoxe et un peu prétentieux. Son face-à-face avec les islamistes a lieu pendant la période de l'embargo, principalement. Kadhafi est donc harcelé par des milices islamistes qui existent dans le nord du pays, surtout en Cyrénaïque. Kadhafi est d'ailleurs en difficulté car il n'a pas vraiment d'armée sur qui compter. Mais comment ça, il n'a pas d'armée? Kadhafi avait pris un malin plaisir à dégrader les institutions de l'État au nom de la Jamaïria. Et pour lui, l'armée était dangereuse et il préfère la morceler en différentes unités quasi tribales pour que lui, en tant que guide, puisse jouer sur leur mise en concurrence. Aussi, l'affrontement de Kadhafi et des islamistes est un affrontement tribal. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par tribal. Depuis l'établissement de la Jamaïria, la Libye est un pays où l'État en tant que tel a disparu. Ce sont les tribus qui jouent le rôle de ciment pour la société. Et c'est le guide qui donne, par la Jamaïria, un sens au territoire libyen, qui est surtout une juxtaposition de tribus. Donc, dans la lutte contre les islamistes, l'armée n'est pas mobilisée, mais à la place, les tribus fidèles au guide le sont. Kadhafi commence par appeler à l'élimination physique des islamistes. Il réaffirme maintes fois que la charia s'applique déjà en Libye, espérant par là annuler les revendications islamistes. Mais ça suffit pas, il y a des heurts violents entre islamistes et membres de la garde de la Jamaïria, et donc il se venge contre eux. Il se venge de façon sanglante lors de 2 épisodes assez connus en Libye, le massacre de la prison d'Abu Salim en juin 1996, où il met à mort secrètement environ 1200 prisonniers, supposément islamistes,
Et l'autre épisode, c'est le bombardement de la Cyrénaïque en 98, puisque Kadhafi a carrément fait bombarder Benghazi et met Derna sous état de siège. Et il faut croire que tout ça a été assez efficace, puisque les islamistes ont fini par se calmer. Mais bon, ça a laissé des séquelles dans le pays, bien sûr, des séquelles assez traumatisantes. Viennent ensuite les années 2000, dernière décennie avant la chute. Les années 2000 sont une sorte de calvaire, où le régime va épuiser tout son potentiel de légitimité. Pourquoi il était là, ce régime? Parce qu'il permettait d'élever le niveau de vie des Libyens. Mais dans les années 90-2000, on a vu que ce n'est plus vraiment le cas. Les prix sont subventionnés, d'accord, mais avec la dévaluation de la monnaie, les salaires ne sont plus en mesure de donner une vie décente aux Libyens. Et c'est bête parce que toute la légitimité de la Jamaïria était là, dans cette distribution de la rente pétrolière. Le régime commence petit à petit à être détesté. Et surtout, ceux qui représentent l'autorité, la garde et les comités révolutionnaires, dont personne n'ignore les magouilles avec le marché noir de devises. Et puis, les interdictions, les censures, les violences policières sont de moins en moins supportables. Le régime se maintient, oui, mais il se maintient désormais par la force, et non plus par le consensus. Bon, excuse-moi, mais il y a une chute à ton histoire? Oui. Celle de Kadhafi. On va commencer par donner la chronologie des faits. D'abord, comprends bien que la Libye est prise dans un effet domino, puisque deux dictatures d'Afrique du Nord viennent déjà de s'effondrer. C'est le printemps arabe. En Libye, plusieurs tribus n'acceptent plus la dictature de Kadhafi. Le 15 février, des manifestations éclatent un peu partout, mais surtout en Cyrénaïque. Et le 17 février, les insurgés commencent à s'armer. Dès le lendemain, deux villes stratégiques, Benghazi et El Beida, sont contrôlées par des insurgés. Conscient que les réseaux sociaux favorisent énormément la révolte, Kadhafi décide d'empêcher l'accès à YouTube. Les frères musulmans, de leur côté, lancent une fatwa appelant à tuer le guide, comme ça, entre deux spots de publicité sur Al Jazeera. Vu la dégradation de la situation, tout le monde pense que le régime va tomber. Alors Kadhafi, comment est-ce qu'il réplique? Avec sa subtilité légendaire, il fait un grand discours, le 22 février, qu'on peut résumer de la façon qui suit. C'est moi qui ai construit ce pays, Kadhafi restera en Libye jusqu'à la fin des temps, et même après. S'il faut utiliser la force, je l'utiliserai, s'il faut faire un massacre, j'en ferai un, et je nettoierai la Libye, maison par maison, si c'est nécessaire. Je t'ai dit, il y a un problème de communication. Il ne sait pas parler aux gens. On a ici un chef d'État qui annonce qu'il fera un massacre si nécessaire, mais qu'il ne cédera pas. Or, les pays occidentaux, tu le sais, ne considèrent plus vraiment les massacres comme des solutions diplomatiques viables. Ils défendent les droits de l'homme. Et là, ils se posent la question d'une intervention militaire. À commencer par le président français, Sarkozy, qui, nourri par la propagande enfiévrée de l'intellectuel Bernard-Henri Lévy, se jette dans l'aventure, entraînant dans son sillon les Américains, les Anglais et une vingtaine de pays. Le 19 mars, l'OTAN fait son entrée dans le conflit. Ouais, l'OTAN est intervenue, ça je me souviens. Mais toi, tu penses que c'était pas une bonne idée? Il y a plusieurs choses qui sont gênantes dans cette intervention des pays occidentaux. Visiblement, cette intervention a pour cause principale la crainte que Kadhafi ne commette un massacre. C'est une opération qu'on pourrait appeler humanitaire. Il s'agissait d'appuyer militairement un ensemble de tribus qui sont regardées comme étant le peuple libyen. Et donc cette intervention se présente comme une délivrance. La délivrance d'un peuple pris en otage et écrasé par le régime inique de Kadhafi. Et pour toi, les rebelles, ils représentaient pas vraiment le peuple. Alors, je pense qu'il y avait sans doute un ras-le-bol général de ce régime dans le pays, qui était associé, à tort ou à raison, à la corruption et à la dévaluation de la monnaie. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une rébellion de ce type, il est préférable de laisser la population renverser elle-même le régime. Et pourquoi ça? Ils allaient se faire massacrer. Peut-être, mais en intervenant, l'Occident confisque la légitimité du nouveau gouvernement, lequel sera vu comme mis en place par l'étranger. En outre, même si Kadhafi se dit prêt à se battre jusqu'au bout, il avait aussi précisé qu'il n'était hostile ni à l'idée d'une constitution, ni aux réformes libérales. Par conséquent, une réforme de l'État en douceur n'était pas encore une option impossible. Donc c'est quand même un peu prématuré pour exclure toute résolution diplomatique du conflit. Il restait aussi d'autres moyens à l'Occident. Il pouvait se comporter en médiateur, inciter le choix d'un ministre conciliant, ou pousser Kadhafi vers la sortie en suggérant une démission en faveur de son fils.
Mais je dirais, ce qui est vraiment le plus impardonnable dans cette intervention, c'est qu'on ne supprime jamais un régime sans anticiper ce qui pourrait succéder à ce régime. Les pays occidentaux n'ont pas cru bon de remarquer que laisser les tribus s'armer, c'était s'exposer à une multiplication des milices sur le territoire. Il n'a pas anticipé le retour de l'islamisme, ni l'ingérence de la Turquie dans les affaires libyennes, ni l'apparition du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic de migrants, voire du retour de l'esclavage. Il n'a pas non plus anticipé l'explosion de la violence privée, ni l'installation de l'État islamique, ni le retour de la haine anti-occidentale en conséquence de l'affaiblissement et de la fragmentation du pays. Et au final, l'Occident n'a pas anticipé qu'il allait peut-être créer les conditions d'une guerre civile en Libye pendant 10 ans, ce qui est bien pire que le régime de Kadhafi. Mais bon, ce qui est fait de toute façon, donc l'OTAN se rue vers le golfe de Sirte pour établir une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire que tout avion du gouvernement libyen sera abattu dans cette zone afin de protéger les civils. Et en parallèle, il contribue à faire tomber le régime par ses engagements aéronavals. Tripoli tombe en août 2011. Et Sa Majesté le Guide, il devient quoi? Kadhafi, lui, décide de se terrer aux alentours de Sirte, sa ville natale, laquelle est prise elle aussi le 20 octobre. Il s'agit alors d'y débusquer le vaillant colonel qui s'était astucieusement planqué dans une canalisation d'égout, tout seul, puisque l'un de ses gardes du corps avait été égorgé et que l'autre a eu le bras arraché. Alors il est là, dans cette canalisation d'égout, et il lui reste son dernier ami, le seul peut-être digne de confiance, son pistolet qui est d'ailleurs en or massif, pour tout vous dire. Un peu mégalo le gars quand même. Donc on finit par l'en tirer. Il est alors lynché et abattu sous les cris de Allah Akbar, Allah Akbar. Le régime de Kadhafi est remplacé par un comité national de transition qui a reçu l'approbation de l'ONU et qui s'efforce de vouloir mettre en place un régime démocratique. Sauf que, spoiler, la population ne va pas se mobiliser comme attendu pour les élections, ce qui va empêcher toute légitimité populaire réelle, et donc pousser la Libye vers un cycle de violence que je ne vais pas expliquer maintenant. Donc ça, c'est pour les événements. Je vais ici faire un commentaire important que je vous demande de mettre dans un coin de votre tête. L'absence de Kadhafi va révéler une autre réalité qui concerne l'Europe. La Libye va se transformer en véritable couloir à migrants, un couloir qu'elle était déjà plus ou moins, mais dont Kadhafi s'évertue à limiter les effets néfastes sur l'Europe. Et oui, puisque les pays européens, comme l'Italie ou la France, aimeraient bien limiter l'immigration, mais ils n'ont pas le courage de tenir eux-mêmes leurs frontières, principalement à cause du politiquement correct qui entoure ces questions en Europe. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent aux chefs d'État du Maghreb de garder, en quelque sorte, les portes de l'Europe par procuration. Et Kadhafi, eh bien, il en fait partie. Il était le gardien que nous avions choisi pour nous protéger de l'immigration massive. Et c'est pour ça qu'on avait trouvé si facilement un terrain d'entente avec Kadhafi dans les années 2000. On avait besoin de lui, en fait. Ce gardiennage était le dernier truchement que Sarkozy avait trouvé pour éviter une immigration massive sans avoir besoin de tenir lui-même un discours identitaire auprès de l'Europe. Notez bien que tout se passait finalement comme si Kadhafi faisait pour nous un boulot que nous considérions comme indigne de nous. Bah oui, parce qu'on est la France, mousquetaire des droits de l'homme, et donc pourquoi irait-on se salir les mains à bloquer et expulser des clandestins? Avec la chute de Kadhafi, vous l'avez compris, ce truchement désormais n'existe plus, et la vague migratoire, qui était déjà assez importante, il faut le dire, eh bien désormais n'a plus rien pour l'empêcher de déferler sur l'Europe. Maintenant, on va essayer de conclure. Que représente Kadhafi pour les Libyens et pour le monde? À toutes les questions qu'on pouvait légitimement se poser sur l'après-Kadhafi, l'ONU a répondu par un seul mot, la démocratie. Décidément, ce mot aura été galvaudé par tout le monde. C'est sous son auspice que le régime a été fondé et c'est sous sa foudre qu'il s'écroule. Cette intervention nous montre au moins une chose, que l'Occident a le don de se mêler de ce qui ne le regarde pas. L'affrontement entre Kadhafi et les tribus pouvait déboucher sur un accord ou sur une promesse de constitution, ou sur une réforme interne, ou sur une démission en faveur d'un fils ou d'un successeur. Mais non, on a préféré opter pour la pire de toutes les solutions, c'est-à-dire livrer un être humain à une foule en colère, sans aucun début de réflexion quant à ce que Kadhafi représentait pour son pays. Kadhafi laisse un bilan compliqué à dresser, car il y a beaucoup d'incertitudes.
A-t-il vraiment commandité l'attentat de Lockerbie et de l'UTA, compte tenu de sa personnalité imprévisible? Ce n'est pas impossible. En tout cas, le fait qu'il n'ait pas su détourner les soupçons montre déjà qu'il a de gros problèmes d'image, dont pâtissaient les Libyens eux-mêmes. Et c'est dommage, car Kadhafi a fait beaucoup pour son pays. Il a distribué la rente pétrolière, il a rendu les soins gratuits, mis fin à l'analphabétisme, amélioré la condition féminine, payé et fait construire la grande rivière artificielle, et créé les conditions d'une certaine paix sociale, dont les Libyens ont pu profiter pendant 40 ans. En Afrique, il a laissé des mosquées, des banques, des chaînes de télévision, des projets scientifiques, un goût pour l'érudition arabe, et il laisse à ce continent une ambition à la mesure des blessures coloniales. Son empreinte sur l'Afrique ne disparaîtra pas de sitôt. Il voulait permettre à l'Afrique de retrouver une place fière et indépendante dans le monde. Sans lui, le continent se retrouve plus vulnérable face au néocolonialisme américain et chinois. Les Africains ont donc raison de pleurer sa mémoire. Cela étant dit, faut-il dédouaner Kadhafi de son échec? Souvenons-nous du discours du 22 février 2011. Ce jour-là, il avait martelé une nouvelle fois son insupportable rengaine. « Je ne peux pas démissionner, car je ne suis pas président ni chef de l'État. C'est le peuple seul qui décide en Libye. » Terrible erreur. À ce moment crucial où il demande à son peuple de le défendre, c'était le moment ou jamais, peut-être, de dire enfin la vérité sur les institutions libyennes. Je pense que tu rêves un peu. Pardon, mais il l'aurait jamais dit. Un dictateur ne peut pas reconnaître comme ça des erreurs passées. Enfin, en tout cas, pas un mégalo comme Kadhafi. Je comprends bien, mais par principe, c'est toujours une erreur de mentir sur la nature du pouvoir. Au moins, du temps de la monarchie d'Idriss, le roi savait qu'il était roi et on pouvait lui demander respectueusement de réformer son État. À Kadhafi, on ne peut rien dire, puisqu'il nie exercer la fonction qu'il exerce. À force de clamer l'état des masses, Kadhafi a dénigré les institutions de l'État véritable, à commencer par l'armée, que Kadhafi s'était vertué à détruire alors qu'elle aurait pu jouer un fort rôle stabilisateur pendant le printemps arabe, comme en Égypte. Si la Libye avait eu une armée, on aurait peut-être pu éviter le fourmillement des milices tribales. Si la Libye avait eu un véritable État officiel, avec des relais sur le terrain, la passation du pouvoir aurait été plus calme. L'auteur du livre vert, en rêvant de l'utopie d'un peuple régnant sans État, a lui-même contribué à la guerre civile. En fait, le clan Kadhafi était la seule pièce maîtresse qui permettait de donner son unité à un pays composé de tribus et de régions rivales. Lui mort, tout disparaît et il n'y a aucun État à remettre sur pied pour préserver l'unité du pays. Lui mort, tout disparaît, sauf des milices innombrables qui se battent sur du sable, dans une anarchie sans nom. Au fond, ce qu'il aurait fallu à la Libye, c'est un vrai État. Un État solide, organisé, indépendant des tribus. Un État qui aurait pu survivre à la mort de son fondateur. Pour être un bon chef d'État, il manquait encore à Kadhafi de vouloir être le chef d'un État. Hors de la Jamaïria, point de salut? Voilà peut-être le secret que cache l'étoffe du colonel Mouammar Kadhafi. Bonjour à tous, petit message pour vous dire merci d'abord, merci de me soutenir, merci de regarder mes vidéos. Là on atteint les 2000 abonnés, donc c'est vraiment super, merci beaucoup, je sais que c'est grâce à vous que la chaîne progresse. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, dire ce que vous pensez. Parfois je fais des petites erreurs, dites-le moi, il n'y a pas de problème, ça fait une petite discussion et c'est toujours intéressant. Petite annonce, j'ouvre un compte Tipeee. Voilà. Si ce que je fais vous plaît, si vous voulez qu'il y ait d'autres vidéos, bien vous pouvez me soutenir sur Tipeee, ce serait génial. Moi ça me permettrait de me financer parce que j'ai pas de revenus actuellement. Et donc qu'est-ce que je vais faire de ce financement? Pour commencer, je vais me nourrir, me loger. Et puis il faudrait que je fasse un logo, il faudrait que j'embauche un monteur. Et tout ça, ça va me demander de l'argent. Et donc voilà, si vous souhaitez que ma chaîne continue, n'hésitez pas à m'aider, à me soutenir. Donc merci beaucoup et à très bientôt sur ma chaîne.